Dans cette vidéo, nous allons voir comment répondre aux objectifs du TP. Donc l'objectif du TP est de réaliser une petite feuille de calcul permettant de déterminer le taux horaire des salariés ainsi que le calcul de leurs différentes primes, le tout afin de calculer le salaire brut de ces mêmes salariés. Alors pour commencer, on va déjà saisir nos entêtes de colonne. Donc on va saisir en H1 le taux horaire. Alors ça c'est complètement arbitraire, on n'est pas obligé de le mettre ici, hein, mais voilà, autant faire quelque chose de logique. Ensuite en I1 on va mettre la prime d'heure sup, je vais l'appeler prime sup. En J1 on va marquer la prime vente. En K1 la prime formation. Et en L1 le salaire brut. Alors pour calculer le taux horaire, on remarque qu'on a 4 choix possibles en fonction de l'ancienneté. Et donc si on a 4 choix possibles, cela veut dire que on va avoir la possibilité de créer 3 fonctions si uniquement. Pourquoi 3 fonctions si? Eh bien tout simplement parce que on sait très bien que si le salarié n'est pas dans l'un des 3 premiers cas, il est forcément dans le quatrième, donc on n'a plus besoin de faire une fonction si. Donc je vais imbriquer mes fonctions si, et je vais dire que si mon ancienneté qui se trouve en D2, donc si mon ancienneté qui est en D2 est inférieure à 5, alors je vais afficher le taux horaire correspondant, c'est-à-dire le taux horaire qui se trouve en R2. Bien évidemment, je vais figer ces cellules. Donc si mon ancienneté est inférieure à 10, alors je vais afficher le taux horaire en R3. Si mon ancienneté est inférieure à 12, alors je vais afficher R4. Et enfin, je vais afficher R5. Voilà, comme j'ai 3 fonctions si, je ferme avec mes 3 parenthèses. Et donc, ça me donne le taux horaire pour mon premier salarié. Je formate les données au format monétaire et je copie-colle ma formule. Alors, on va procéder de la même manière pour la prime des heures supplémentaires. Alors, pour cette prime, on nous dit qu'il y a 3 taux de majoration, 10, 25 ou 50% en fonction du nombre d'heures qui ont été effectuées. Et par conséquent, je vais multiplier donc le nombre d'heures supplémentaires par le taux horaire et le tout par la bonne majoration. On verra que ça nous permettra de calculer uniquement la majoration des heures sup. On viendra dessus après quand on calculera le salaire brut. Alors, j'ai la possibilité d'imbriquer mes fonctions si et d'effectuer tous mes calculs à la fin, une fois que mes fonctions si sont définies. Vous allez voir quel est l'intérêt, ça va éviter de répéter des opérations. Donc, je vais dire que si mon nombre d'heures sup, c'est-à-dire F2, non pardon, E2, est inférieur à 10, alors je vais afficher les valeurs en R8. Bien évidemment, encore une fois, je vais figer cette cellule. Ensuite, je vais dire que si E2 est inférieur à 20, alors je vais afficher R9, et sinon, je vais afficher R10. Alors, comme je vous l'ai dit, on aurait pu multiplier directement chaque valeur, c'est-à-dire R8, R9, R10, par le nombre d'heures sup et par le taux horaire. Ça aurait fonctionné exactement de la même manière, sauf qu'il est plus pratique de tout rajouter à la fin, donc je vais multiplier par R2 et je vais multiplier par le taux horaire. Et encore une fois, ça va me donner uniquement la majoration. Alors en ce qui concerne la prime de vente, il y avait un petit piège. Pourquoi? Parce qu'on pourrait penser en regardant le tableau qu'il n'y a que 3 cas possibles. Et en fait, il n'y en a pas 3, il y en a 4, puisque bien évidemment, les salariés qui ont vendu pour moins 3 000 euros de produits eh bien, ont une prime de 0. Donc on a bien 4 cas possibles, 0, 130, 175 et 250. Et donc si on a 4 cas possibles, on va pouvoir imbriquer 3 fonctions ci. Donc je vais me placer en J2
pour déterminer le montant de la prime de vente de mon premier salarié. Et je vais dire que si donc le montant des ventes, c'est-à-dire F2, est inférieur à 3000, alors il a 0 € de prime. Si ce même montant est inférieur à 4000, alors il a 130 € de prime, ce qui correspond à la cellule O2. Sinon, si ce même salarié, ce même montant est inférieur à 5000, pardon, alors il a O3. Et finalement, le dernier cas est O4. Alors, je ne répète pas les dollars pour gagner du temps. Voilà, donc je détermine le montant de ma prime, je formate les données au format monétaire et je copie-colle ma formation. Ma formule, pardon. Alors, pour ce qui est de la prime formation, on va retrouver sensiblement le même principe que pour les ventes, c'est-à-dire qu'on pourrait croire qu'il y a deux montants de prime, mais en fait il y en a trois, puisque les salariés qui ont participé à aucune formation ont une prime de 0 €. Donc on a bien trois primes différentes, 0, 90 et 105. Et donc si on a trois primes différentes, on va faire deux fonctions si. Donc à partir de là, je vais dire que si les formations, c'est-à-dire G2, est inférieur à 1, alors j'ai 0 € de prime. Sinon, si G2 est inférieur à 3, alors j'ai R13 de prime, ce qui correspond à 90 €. Et sinon, ça veut dire que je sais que mon salarié il a fait au moins 3 formations, donc il va avoir R14, c'est-à-dire 105. J'ai deux fonctions si imbriquées, donc je ferme avec deux parenthèses et le tour est joué. Alors à partir de là, on va pouvoir calculer le salaire brut. Donc on va additionner le taux horaire qu'on va multiplier par 169 parce qu'il nous est dit que les salariés faisaient 169 heures. Mais il faut prendre en compte également les heures sup. Alors pourquoi les heures sup? Eh bien tout simplement parce que en colonne I, on a calculé uniquement la majoration des heures sup. Les salariés n'ont pas été payés. Simplement, on a calculé ce qu'ils allaient être payés en plus. Donc on va dans un premier temps additionner ces 169 heures avec le nombre d'heures sup, c'est-à-dire avec E2. Et en fait, de toutes ces valeurs-là, on va les multiplier par le taux horaire. Et bien évidemment, après, on va additionner les différentes primes. Alors, je vous rappelle que lorsque vous avez des dièses comme ça dans une formule, cela signifie que la largeur de votre colonne n'est pas suffisante pour afficher la totalité du résultat. Il suffit d'augmenter la largeur de la colonne pour pouvoir apparaître le résultat. Alors, maintenant que nous avons réalisé ces calculs, on va pouvoir se consacrer aux autres questions du TP. On nous demandait notamment de réaliser un tableau permettant de connaître le nombre de ventes par site. Alors on aurait deux techniques, on pourrait tout simplement utiliser un tableau croisé dynamique, ça ne poserait aucun problème. Je préfère vous montrer quand même la technique correspondant à l'utilisation des fonctions somme.si. Pourquoi? Parce que ça permet de faire un petit rappel sur le cours. Alors on constate qu'on a trois sites de production dans notre entreprise, donc Paris, Lyon et Nice. Donc on va faire un tableau dans lequel on va marquer Paris, en dessous Lyon et en dessous Nice. Et donc le but du jeu, ça va être de faire une fonction somme.si permettant de déterminer par site le montant total des ventes. Donc pour ce faire, on pourrait très bien utiliser la fonction somme.si et travailler sur la plage qui va de C2 à C21 et pour la plage à regarder et faire une somme sur la plage qui va de F2 à F21. Mais comme on l'a vu en cours, il est très pratique d'utiliser le nommage de plage puisque ça va grandement simplifier nos formules.
Donc on va sélectionner toutes nos données correspondant au site et on va nommer cette plage site et on va faire la même chose pour les ventes. On va donc nommer toute la plage vente de manière à pouvoir simplifier nos formules. Et ici on va utiliser une fonction somme.si qui va nous permettre de déterminer par rapport au site. Et on voit bien que ma plage a été correctement nommée puisque l'autocomplétion d'Excel me propose ce nom de plage. Donc par rapport au site, je vais regarder donc par rapport à la valeur de Paris et je vais calculer tout ça par rapport à la plage vente. D'accord? Donc ici j'utilise bien une fonction somme.si et on constate effectivement qu'on a vendu pour 43 749 € de produits. Alors je formate mes données au format monétaire et je vais pouvoir copier-coller ma formule. À partir de là, j'ai répondu à ma question et je suis tranquille à ce niveau-là. Alors, dans la question suivante, on me demandait d'afficher en rouge automatiquement le nom du salarié ayant le salaire brut le plus élevé. Alors, je vous rappelle que pour faire ces genres d'opérations, il faut utiliser le formatage conditionnel. Donc en fait, ce qu'on veut, c'est afficher le nom du salarié ici en rouge, hein, avec une trame de fond rouge ou avec une police rouge. Là, ça n'a pas beaucoup d'importance. Et pour ce faire, la feuille de calcul doit aller regarder au niveau du salaire brut et déterminer la valeur maximale de cette plage pour afficher en rouge le résultat correspondant. Hein. Alors on va utiliser donc la mise en forme conditionnelle. Bien évidemment, les données correspondant au nom du salarié ne sont pas des données chiffrées, donc on ne pourra pas faire des opérations dessus. Donc on va être obligé d'utiliser une règle. Donc on va dans mise en forme conditionnelle, on va dans nouvelle règle, vous remarquez qu'au préalable j'ai sélectionné les données sur lesquelles je voulais appliquer cette règle. Et donc je vais prendre le dernier item, c'est-à-dire utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. Et donc je vais utiliser la formule suivante, c'est-à-dire je vais toujours commencer une règle par égal, qu'on pourrait faire correspondre à est-ce que. Donc, et la question que je vais poser, est-ce que L2, c'est-à-dire la valeur du salaire brut de mon premier salarié, est la valeur maximale de cette plage? Donc la question que je vais poser, c'est égal L2 est égal au maximum, c'est-à-dire à la fonction max, qui va de L2 jusqu'à L21. Sauf que cette plage, elle doit être figée. Pourquoi elle doit être figée? Parce que, eh bien, en fait, je vais comparer chaque valeur, donc L2 pour mon premier salarié, L3 pour le deuxième, etc., etc., à la même plage, c'est-à-dire L2, L21. Donc L2, L21. J'ai mis des dollars justement pour bien figer cette plage de manière à ce que celle-ci ne bouge pas. Je vais donc en modifier le format et je vais prendre par exemple en remplissage, je vais prendre un remplissage rouge. Je vais cliquer sur OK et on constate effectivement que c'est le salarié 16 qui a le salaire le plus élevé. Alors, une des dernières questions nous demandait de déterminer l'ancienneté moyenne des salariés par site géographique. Alors, pour faire cette opération là, on se rend compte qu'on ne peut pas, on est obligé d'utiliser des tableaux croisés dynamiques. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que les fonctions moyenne.si n'existent pas. Hein. Donc je vais me placer à l'intérieur du tableau et je vais aller dans Insertion, Tableau croisé dynamique. Je vais me mettre sur une nouvelle feuille de calcul et je vais déterminer ici l'ancienneté moyenne par site géographique. Donc je vais prendre mes sites géographiques, vous remarquez que mon tableau se crée, hein, et je vais prendre l'ancienneté. Alors, comme il s'agit de données chiffrées, par défaut, il m'a fait la somme des anciennetés, ce qui est complètement ridicule parce que additionner les anciennetés des salariés, ça n'a pas vraiment de sens au niveau statistique. Donc, je vais cliquer sur la petite flèche de manière à changer les paramètres du champ et en cliquant sur les paramètres du champ, je vais prendre non pas la somme, mais bien la moyenne. Et ça va me permettre de déterminer
qu'en moyenne, mes salariés sont restés en fonction du site, évidemment, entre 7 et 9 ans hein, sur le site. Alors maintenant qu'on a déterminé l'ancienneté moyenne grâce au tableau croisé dynamique, on va pouvoir répondre à la dernière question du TP, c'est-à-dire celle qui concernait la réalisation d'un graphique permettant de représenter les données de la question 4. Alors si je retourne sur la feuille récap, les données de la question 4, elles sont ici. Alors je vous rappelle, et ça peut être utile notamment dans le cadre d'une évaluation, que si vous n'arrivez pas à faire ce genre de questions, vous pouvez utiliser des données fictives, hein, histoire de ne pas être pénalisé sur la réalisation du graphique. Donc par rapport à ça, on va sélectionner les données qu'on veut représenter. Alors, comme on nous demande de réaliser un graphique, vous êtes libre d'utiliser le graphique que vous voulez. Bien évidemment, il faut qu'il ait quand même un minimum de sens. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas ici utiliser typiquement un graphique en courbe, hein, puisque je vous rappelle qu'une courbe représente principalement une évolution et que ici on a simplement une comparaison des lieux géographiques. Donc on pourrait très bien utiliser soit un histogramme, soit un diagramme circulaire. Hein. Bon, je vais prendre le diagramme circulaire, donc j'ai sélectionné mes données, je vais aller dans Insertion. Je ne prends pas le graphique en colonne puisque j'ai dit que je prenais le diagramme circulaire, mais si je prenais le graphique en colonne, ce serait exactement la même chose. Donc je vais prendre le graphique en secteur. Je vous rappelle qu'il est toujours préférable de réaliser des graphiques en 2D, pardon. Et donc vous voyez que automatiquement mon graphique se crée. Alors, il est toutefois pas tout à fait finalisé dans la mesure où il manque un titre. Je vais cliquer sur Disposition, titre du graphique, et je vais mettre au-dessus du graphique, et je vais l'appeler Répartition par site. Voilà. Il faudrait que je sois plus précis, que je marque répartition des ventes par site, etc., etc. Je peux également y inscrire mes données. Alors je vais faire un clic droit, je vais ajouter mes étiquettes de données. On remarque qu'on a les données chiffrées et si on veut les mettre en pourcentage, eh bien c'est très simple, il suffit de cliquer sur les données, effectuer un nouveau clic droit et on va mettre en forme les étiquettes de données. Dans la boîte de dialogue, il suffit de remplacer valeur par pourcentage et si on veut être plus précis, eh bien on va cliquer sur l'item nombre et mettre les données en pourcentage de manière à affiner ce pourcentage à 2 décimales. À partir du moment où on clique sur OK, on se rend compte que notre graphique il a été réalisé et on a bien un diagramme nous montrant la répartition des ventes par site. Alors maintenant qu'on a terminé la dernière question de la première partie du TP, on va pouvoir passer à la deuxième. Cette deuxième partie était un peu plus compliquée. Pourquoi? Parce que vous deviez créer directement la feuille de calcul. Alors, je vais cliquer sur le bouton Nouvelle feuille. Je vais appeler cette feuille fiche, puisque il s'agit de réaliser une fiche récapitulative recensant les principales informations concernant le salarié, à savoir son nom, son prénom, le site, l'ancienneté, le montant des primes et le salaire brut. Donc, alors j'ai copié les éléments là. Je vais pouvoir les nommer. Alors, on m'avait demandé de réaliser sous forme de liste déroulante la partie correspondant au nom des salariés. Alors, pour réaliser une liste déroulante, il suffit de se placer dans la cellule dans laquelle vous voulez réaliser cette liste déroulante, de cliquer sur le ruban Données, de choisir le bouton Validation des données, cliquer une deuxième fois sur validation des données et cette fois plutôt que de tout autoriser, eh bien, on va autoriser simplement une liste et on va récupérer la liste par rapport à notre feuille récap et par rapport au nom de nos salariés. À partir du moment où cette opération est réalisée, vous remarquez que ma liste déroulante elle est créée et du coup je n'ai pas de souci. Alors cette liste déroulante va me permettre de réaliser
la fiche dans la mesure où vous avez remarqué que le nom des salariés était en quelque sorte la clé primaire de la table récap. C'est la raison pour laquelle vous remarquez que les données elles sont classées par ordre alphabétique, puisque je vous rappelle qu'une clé primaire dans le tableur doit être classée par ordre alphabétique, sinon la fonction recherche elle n'arrive pas à se débrouiller. Donc je vais me placer sur la fiche et en fait ce que je veux faire c'est que chaque fois que j'aurai le nom à la tête de saisie, par exemple le nom de mon premier salarié, eh bien s'affiche automatiquement son prénom, le site sur lequel il travaille, son ancienneté, ses différentes primes, etc. etc. Donc je vais tout simplement utiliser une fonction recherche et encore une fois pour me faciliter la tâche, eh bien je vais utiliser le nommage de plage histoire de faciliter l'élaboration de ma formule. Alors, je vais retourner sur ma fiche récap. Je vous rappelle que la matrice correspond à l'ensemble de la table moins les champs. Hein, et donc, cette plage-là qui va de A2 jusqu'à L21, eh bien, je vais l'appeler tout simplement matrice. Et donc, je vais élaborer ma première formule. Et donc, dans ma fiche récapitulative, je vais réaliser une recherche V. Pourquoi une recherche V? Parce que je vous rappelle tout simplement que les données elles sont organisées de manière verticale. Hein, et donc je vais rechercher l'élément par rapport à la cellule C4, ça va être ma valeur recherchée, c'est ma porte d'entrée de la table, c'est la clé primaire. Hein, donc je vais rechercher dans ma matrice ce qui correspond à la valeur de C4 et je vais prendre la deuxième colonne. À partir de là, le prénom apparaît. Il me reste plus qu'à copier-coller ces informations. Bien évidemment, si je veux copier-coller ces informations, il suffit que je fige la cellule C4 pour que je puisse copier-coller ces informations. Alors, en procédant de la sorte, on se rend compte qu'il a copié uniquement le prénom du salarié. Eh bien, il suffit maintenant de changer les numéros de colonne. Donc, pour le site, ça va être la colonne 3. Ensuite, la colonne 4. Là, on va passer à la colonne 9. Ensuite, 10, 11 et 12. À partir de là, mes éléments sont réglés. Alors, évidemment, je vais formater ces données au format monétaire, de manière à avoir quelque chose de plus précis. Et on remarque que quand on bouge le nom du salarié, ben effectivement, ces informations changent. Et donc, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Alors, il nous restait un dernier cas à voir. On nous avait dit que si une des trois primes était égale à 0, la direction demandait à avoir un entretien avec le salarié pour faire le point. Donc on allait dire, par exemple ici, si oui ou non le salarié allait avoir un entretien. Et bien pour ce faire, je vais tout simplement utiliser une fonction si ou pardon que je vais imbriquer dans une fonction si, et je vais dire que si ou la prime d'heure sup est égale à 0, ou la prime de vente est égale à 0, ou la prime de formation est égale à 0. C'est-à-dire que si une de ces trois primes est égale à 0, alors effectivement, il y aura un entretien. Donc je vais marquer oui, sinon il n'y en aura pas, je vais marquer non. Et à partir de là, on se rend compte que pour le premier salarié, il n'y a pas d'entretien. Alors on va essayer de vérifier par rapport à un salarié qui aurait un entretien. Par exemple, LA, l'ENER. Et on se rend compte qu'effectivement, ce salarié a bien un entretien.